Floribert Moubalama Ngwa est l'invité de ce numéro de Macafé, magazine des Congolais et Africains de l'étranger que nous vous présentons aujourd'hui sur Panneau 5 News. Nous sommes très heureux de vous recevoir, Floribert. La première question, quelle est la bonne nouvelle que vous nous apportez aujourd'hui? Merci beaucoup. J'ai une nouvelle, une très bonne nouvelle, et que le Congo est en train de se remettre sur la scène internationale. Les fils du Congo sont en train d'être éveillés, et puis la diaspora congolaise est prête à sauver le Congo. Voilà, vous le dites, vous prononcez ces mots qui sont vraiment très bien, que nous accueillons, mais dans un contexte où il brûle entre griffes en République démocratique du Congo, avec des zones occupées par des rebelles, avec une communication politique qui essaye de s'aimer du désespoir dans le chef des Congolais. Ça, c'est un point que vous avez soulevé, mais à d'autres niveaux, on va vous dire qu'il n'y a pas suffisamment de menaces dans tout le pays. Je vais préciser, Yes. le menace est à l'est du pays, mais l'ouest du pays est encore safe, si je peux le dire ainsi. Donc, si nous devons agir, ou bien plaider, ou bien intervenir, c'est par rapport à ce qui se passe à l'est. Et par rapport à votre point le point que vous avez soulevé, l'Est nécessite une solution non seulement locale, mais une solution internationale. Une solution internationale, mais n'oubliez pas l'Ouest, avec ce qu'on apprend dans le Bandundu notamment, il y a aussi un souci qui inquiète, parce qu'il y a des mesures même qui sont prises pour que ça ne puisse pas atteindre, si vous voulez, la capitale. Je pense que vous êtes au courant de ce qui se passe aussi dans le Bandundu. Nous sommes au courant de ce qui se passe dans le Bandundu, effectivement par rapport à la situation de la République centrafricaine, hein, et puis les troupes qui sont dans les frontières de nos voisins, là-bas. En fait, il y a des troupes hybrides qui sont en train de constituer une menace pour le pays, mais tout cela, c'est en perspective, bien sûr, des élections de 2023. Ah, really? Donc, ce sont des pressions. Et je pense que si je peux commenter sur le plan humanitaire, encore une fois, nous ne sommes pas prêts à voir nos populations se déplacer. Nous ne sommes pas prêts de voir nos femmes violées. Nous ne sommes pas prêts de voir les Congolais tués et les enfants abandonner l'école. Donc, tout ça, nous devons dénoncer et demander à ce que cela soit stoppé à tous les niveaux. C'est bien de dire ça, Floribert. Vous le dites à partir d'ici, de Seattle à Washington, où je dois vous présenter comme le directeur exécutif des Congolese Integration Network. C'est justement le réseau congolais d'intégration. C'est vous qui aidez beaucoup de Congolais, beaucoup d'Africains en général, qui viennent ici et qui ont besoin de l'aide pour s'intégrer ici aux États-Unis. Mais vous tenez ces genres de propos, Floribert, pendant que la diaspora congolaise est dans une situation d'impasse entre griffes. Qu'est-ce que vous pensez de la diaspora? Est-ce que la diaspora congolaise peut s'unir et devenir une force pour essayer d'aider à la pacification de la République démocratique du Congo? Mentionnant la diaspora congolaise, je veux vous dire que la diaspora congolaise, bien sûr qu'elle est affectée, je veux dire. Elle est affectée par la structure sociale du Congo qui a été détruite par les conflits et les guerres répétitives. Et aussi, c'est parce que nous ne nous sommes pas encore mis sur la table, ni le Parlement, ni le peuple congolais, ni la diaspora, pour essayer un peu d'examiner les causes profondes de ce que notre peuple est en train d'endurer à l'est du pays. Il y a de mépris de certains de nos frères, d'autres coins, qui pensent que ce qui se passe à l'Est, ça ne concerne que l'Est du pays, mais ils ne comprennent pas que cela dicte la politique internationale et aussi la représentation du Congo sur la scène internationale. Parce que les ennemis
du peuple congolais. Ceux qui pensent que ce sont les Congolais, je peux dire non, mais ce sont les étrangers qui utilisent des Congolais qui sont aveugles par rapport à la situation pour qu'eux-mêmes se brandissent comme les défenseurs ou bien les soutenants de ce qui se passe au pays. Dans la diaspora, effectivement, nous voyons ces genres de divisions, nous voyons ces genres des incompréhensions, aussi de manque de vision claire pour le pays. On voit tout ça. Mais il y a aussi une diaspora éveillée pour le moment. Il y a une diaspora intellectuelle pour le moment. Il y a ceux qui sont en train de faire la différence. Et moi, je me focaliserai à ceux qui font la différence parce que c'est eux qui seront les piliers d'éducation de ceux qui n'ont pas encore ouvert leurs yeux. Très récemment, Floribert Moubalama, vous venez de Washington, D.C., où vous avez eu une série de rencontres avec un certain nombre de leaders, notamment avec Madame l'ambassadeur de la République démocratique du Congo aux États-Unis. De quoi avez-vous parlé? Avec Madame l'ambassadeur, ou bien l'ambassadrice Hélène Marie Matibo, qui est la nouvelle ambassadrice de la RDC ici aux États-Unis, nous avons eu à échanger d'abord sur des questions majeures qui concernent la diaspora congolaise et aussi le pays. Parce que nous sommes venus ici comme des immigrants, des réfugiés. Nous avons des statuts au fait d'immigrants aux États-Unis par rapport aux conflits qui se sont passés chez nous. Et la diplomatie aux États-Unis devrait jouer vraiment un rôle très capital en connaissant que notre pays n'est pas en train de connaître une rébellion, mais notre pays est en train d'être agressé. Vous pensez que la diplomatie américaine, notamment, ne joue pas ce rôle-là jusque-là? Pas encore, parce que j'ai eu à échanger avec quelques membres du Congrès, leurs assistants qui me disent qu'il n'y a pas eu de crime au Congo, pendant qu'il y a des rapports des Nations Unies, il y a des rapports du Congrès même américain quelque part, il y a des rapports des différentes organisations internationales qui montrent à suffisance que le Congo a connu des crimes. Ne pensez-vous pas que c'est une mauvaise foi, Floribert? Ce n'est pas une mauvaise foi, c'est juste la manque de compréhension de ceux qui sont en train de bénéficier des ressources économiques, minérales du pays. Donc, ne connaissant pas ces gens et ne sachant pas quels sont les lobbyistes qui sont en train d'utiliser, c'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à répondre effectivement. Mais on saurait répondre effectivement si on savait le mouvement et les mafias des lobbyistes qui sont en train de tirer profit des minerais du Congo. Et cela depuis des années. Mais nous allons y revenir, Floribert. Vous aurez même pu inviter Madame l'ambassadrice de la République démocratique du Congo aux États-Unis, Madame, like vous avez dit, Marie-Hélène Matibo, qui viendra ici à Seattle, à l'État de Washington. C'est vous qui l'invitez? Nous l'invitons effectivement, c'est nous qui l'invitons. Parce que, en fait, il y a intérêt, il y a beaucoup d'intérêt à venir ici à Washington State. Aux États-Unis, il n'y a qu'un seul État qui a offert une main d'amitié à la République démocratique du Congo. Et c'est l'État de Washington. Cela a été acté par une résolution 86-51 du Sénat américain. Alors, de mon côté, je trouve que ça va de l'intérêt de l'ambassadrice de venir tirer profit ou bien répondre à cette résolution qui a été votée à l'unanimité par les deux partis politiques, grands partis politiques des États-Unis, les démocrates et les républicains. En un mot, que dit cette résolution? Bien, que dit ces résolutions? Cette résolution reconnaît les millions de morts de Congolais. C'est acté et ça reconnaît qu'il y a eu des millions de morts de Congolais au cours des 2 dernières décennies. Cette résolution reconnaît aussi la souffrance du peuple congolais et les mouvements massifs des Congolais du pays vers l'étranger. Donc, par rapport à cette résolution, on reconnaît que le peuple congolais a été vraiment traumatisé et nécessite aussi des réparations, aussi des guérisons.
Donc je trouve vraiment très intéressant cette résolution et je pense que notre pays doit y répondre. Notre pays doit y répondre. Vous pensez que ça sera, en tout cas, moi aussi je pense que ça sera profitable que Madame l'ambassadrice arrive ici et essaye d'échanger, non seulement avec vous, mais aussi avec toutes les parties prenantes, je voulais dire. Oui, ça va vraiment d'un grand intérêt pour que Madame l'ambassadeur puisse arriver ici. Et cet intérêt, au fait, par rapport aux perspectives électorales de 2023, par rapport à l'éducation des Congolais qui sont ici, il y a vraiment une crème intellectuelle des Congolais, ici à Washington State, aussi par rapport donc, aux problèmes que la diaspora connaît, n'est-ce pas? Je pense que l'ambassadrice est mieux placée. Elle est très mieux placée pour pouvoir adresser ces genres de questions. Ça m'amène tout simplement à parler aussi, à vous amener à nous parler un peu de la section 1502 of Dodd-Frank Act. Floribert, qu'est-ce que l'on peut comprendre par rapport à cela? La section 1502, c'est vraiment un acte, je peux dire, qui évolue vers une loi, ici aux États-Unis, et c'est fédéral, c'est la commission fédérale qui est en train d'y travailler. Par rapport à ça, les États-Unis exigent les rapports de sécurité. D'abord, autour des minéraux stratégiques du Congo qui sont en train d'être exploités clandestinement. Et les États-Unis ne veulent pas se retrouver en situation d'exploiter, donc d'être comme responsables des crimes qui se commettent au Congo sous prétexte d'exploitation des minéraux et a fait passer cet acte 1502. Et par rapport à ça, les États-Unis sont prêts à sanctionner tous les pays qui sont impliqués dans l'exploitation illicite des minéraux du Congo, y compris les voisins du Congo. Y compris les voisins du Congo, on a parlé à un certain nombre d'années, donc à un moment donné, on parlait des minéraux du sang et que l'on se... Mais ça ne date pas d'aujourd'hui, Floribert, mais la situation continue même en s'aggravant. La situation continue, comme vous allez voir, il y a de nos voisins qui se sont tapés la première production de certains minéraux stratégiques comme l'or, le coltan et consorts. Et tout ça, c'est illégal, tout ça c'est condamnable aussi. Et je pense que nous devons comprendre la chaîne d'approvisionnement de ces minéraux, à quel niveau ces minéraux sont lavés. Parce que ce sont des minéraux qui sont vendus partout dans le monde et surtout les grandes puissances sont en train d'acheter. Mais quelque part, ces minéraux sont en train d'être lavés. Et dans la chaîne d'approvisionnement, nous pouvons voir que chaque fois les Congolais eux-mêmes vont vendre les minéraux dans les pays voisins, ils sont obligés d'échanger les termes que ces minéraux ne proviennent pas du Congo et même que ces minéraux sont exploités dans les pays de vente. Et c'est pour cela que, déjà, cet acte intervient. Ils doivent aussi réduire le pourcentage de la teneur de ces minéraux. Même si c'est 100% d'or, ils doivent montrer que c'est 75. Parce qu'il y a d'autres pays qui n'ont pas ce genre de teneur. Et c'est inacceptable sur le marché international que, par exemple, un pays comme l'Ouganda présente l'or à 100% de teneur. Et ils doivent réduire le pourcentage et puis étiqueter ça comme l'or ougandais, par exemple, et aller vendre ça dans les pays des Arabes, où le minerai est encore lavé pour la deuxième fois. Et là, le marché est ouvert à tout le monde, même les Américains, même les Canadiens, les Français y achètent, les Russes et tout le monde. Mais n'oublions pas que la Chine, elle, exploite directement au Congo. N'oublions pas que le Canada exploite directement au Congo. Mais c'est pour cela que quand nous allons appuyer cette section 1502 de Dodd-Frank Act, nous allons dénoncer que oui, cet acte demande des sanctions ou bien des punitions contre ces pays, mais il y a des pays connus. Et c'est parce que ces pays sont amis des États-Unis
sont membres de l'OTAN ou membres de tel, qui ne peuvent pas être punis. Alors je vois maintenant la puissance internationale qui est en train de convaincre les politiciens américains qu'il n'y a pas eu de crime au Congo. Yeah. Parce qu'ils sont vraiment riches et ils ont vraiment de l'argent et ils peuvent influencer la politique. Mais en contrepartie, c'est nous qui souffrons et nous devons dénoncer cela. Nous devons dénoncer cela, c'est nous qui souffrons, comme vous l'avez dit Floribert, et ce sont ces actes-là qui se trouvent à la base non seulement des guerres, mais aussi du flux de beaucoup de Congolais à l'étranger, n'est-ce pas? Sur le plan humanitaire, il y a plus de 18 millions de déplacés au Congo, y compris les déplacés internes et externes. Nous avons en fait l'avantage d'avoir cela reconnu par les Nations Unies. Mais nous avons encore le conflit de détermination des nombres de morts au Congo. Il y a certaines institutions qui acceptent que nous avons perdu plus de 6 millions de morts. Il y a d'autres qui acceptent 8 millions. Mais nous connaissons que nous avons perdu plus de 12 millions aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que cela implique? Parce que si les institutions comme les États-Unis reconnaissaient que ces millions de morts se sont passés au Congo ou bien ont été perpétrés au Congo, c'est-à-dire que quelqu'un, quelque part, doit être responsable. Et là, nous allons parler maintenant des nazis qui massacrent, qui commettent l'Holocauste au Congo. Alors, le Congo doit s'enregistrer ou bien se positionner maintenant dans la partie des victimes, comme les Israélites, comme aujourd'hui les font les Ukrainiens. Nous devons aussi adopter le langage de ceux qui ont obtenu des réparations, comme les Japonais et consorts. Donc, et notre silence, c'est notre silence qui nous tue. Donc, il doit y avoir des voix des Congolais qui s'élèvent, des politiciens congolais, et merci dernièrement, pour la toute première fois, le président de la République démocratique du Congo, sur le plateau international, a dénoncé cela, pour la toute première fois. Au moins lui, et personne ne touche à lui. D'autres personnes, s'ils essayent de dénoncer, ils sont traqués, ils sont malmenés, ils sont tués. C'est ça le problème, mais comme lui l'a fait en premier, nous devons tous suivre cet exemple et en parler ouvertement. Je condamne la mafia de la France, effectivement, qui, après cette déclaration, a manipulé, a créé une petite réunion à côté. Après la déclaration du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo générale de l'ONU dernièrement. Yeah. Nous avons vu une petite réunion à côté, sous l'initiative de la France. Nous, Oui, en tant que les victimes des 600 crimes commis au Congo, nous dénonçons la France de chercher à couvrir ou bien à réduire l'impact du message du président de la République. Yeah. Nous devons dénoncer cela. Yeah. Parce que, vous voyez, l'ambiance a changé juste après cela, Yeah. qu'on a vu des photos. Les gens n'ont pas eu le temps de commenter sur le message qui était très important. Yeah. Ils ont cherché maintenant À diluer. critiquer Yeah. par les images qu'ils ont vues sur les réseaux sociaux. Ça, c'était politiquement créé Yeah. et nous condamnons. Et ça diluait pratiquement la quintessence du message Ça du a président. vraiment affecté, Félix. réduire et tout ça, tous les mots possibles. Et nous devons juste condamner cette initiative-là. Et j'interpelle, en outre, les politiciens chez nous, ils doivent vraiment beaucoup soutenir le président de la République parce que le laissant aller dans cette réunion, c'est de leur faute. Parce que le président a des conseils quand même, Yeah. n'est-ce pas? Yeah. Alors, je parle en tant que réfugié. Yes. Là, et en tant que réfugié, je dois condamner toute manœuvre Yeah. qui limite ou bien est en train de créer barrière à la réparation dont nous devons bénéficier en tant que peuple. Yeah. Et ces genres de manœuvres, c'est chercher à montrer qu'au Congo, il n'y a pas de crimes, à réduire, à limiter les Congolais de voir qui sont les responsables. Or, les responsables doivent être dénoncés et continuer à être dénoncés. Les responsables doivent être dénoncés, continuer à être dénoncés. Floribert, vous savez, le flux de Congolais a fait que beaucoup se retrouvent à l'étranger dans des conditions parfois aussi difficiles,
Alors, vous pouvez nous dire un peu comment les Congolais qui se déplacent de leur pays et qui se retrouvent à l'étranger, notamment ici à l'État de Washington, là vous avez une très grande structure qu'on appelle CIN aujourd'hui, qui a de la crédibilité et de l'ouverture. Comment ces Congolais sont traités? Merci de toucher au traitement. Je vais encore dire que nous ne sommes pas encore satisfaits du traitement que nous sommes en train de recevoir. Parce que, encore une fois, il y a des manipulations dans le système international. Il y a des manipulations dans des gouvernements des puissances comme les États-Unis. Il y a des manipulations. Le Congo devrait bénéficier directement du statut temporaire de protection. Tous les Congolais, immigrants et réfugiés. Ça signifie quoi, statut temporaire de protection? Par rapport à ce statut, nous voyons les pays qui en ont bénéficié. Aucun de leurs compatriotes ne peut être déporté une fois qu'ils se retrouvent dans le pays, les États-Unis. Ils ne peuvent pas être déportés. Même si vous venez comme visiteur, demandeur d'asile, quoi que ce soit, on ne peut pas vous déporter au Congo parce que par rapport à ces statuts, s'il y a encore des continuités, des conflits armés dans la région où il y a des masses de déplacements, comme à l'Est, il y a 6 millions de déplacés seulement à l'extérieur du pays, et cela, les guerres ne sont pas encore terminées, c'est inacceptable que quelqu'un provienne de ces régions-là et qu'il soit déporté. C'est inacceptable que quelqu'un provienne de ces régions-là, il arrive ici, on ne lui donne pas l'autorisation de travail. C'est inacceptable que quelqu'un qui provient de ces régions-là arrive ici et fait plus de 5 ans sans des papiers. Donc, nous pensons qu'il y a beaucoup à faire et encore une fois, c'est nous, encore nous-mêmes, les Congolais, qui devons plaider pour que ce statut soit reconnu à notre pays. Vous pensez que cela nécessite, si vous voulez, cela génère une sorte de besoin d'un consul à l'État de Washington? Le besoin de consul honoraire dans l'État de Washington aura vraiment un impact très capital ou bien des résultats bien positifs par rapport à notre pays. Le consul honoraire, c'est quoi? C'est bien la question que je voulais poser. Le consul honoraire, ce sont des interposés entre l'État et le gouvernement de leur pays. Donc, ce sont des voies par lesquelles... Vous voulez dire l'État de Washington? Et le Congo. Et le Congo, notamment. Donc, c'est par État. Yeah. Le consul, c'est juste par État. Ce n'est pas par toute la nation, les États-Unis, il y a 51 États. Non. Yeah, okay. C'est juste par rapport à un État. Donc, ici à Washington State, il n'y a que 3 consuls honoraires africains. Jusque-là. Il n'y a que l'Éthiopie, l'Ouganda et la Zambie. Et nous, les Congolais, de l'État de Washington, nous sommes en train de plaider pour qu'il y ait reconnaissance d'un consul honoraire ici, pour servir de plaidoirie officielle par rapport à notre pays. Et ce consul-là, parce que la distance entre l'État de Washington et Washington DC, c'est vraiment des longues heures. Oui, 6 heures de vol. N'est-ce pas? 6 heures de vol, et si c'est par voiture, c'est plus de 2 jours. Oui, plus de 2 jours, Alors, je ne vois pas un étudiant qui vient du Congo. Il arrive ici. Nous n'avons pas encore une politique diplomatique sérieuse là, où nos étudiants arrivent ici avec des visas de 3 mois, 1 mois. Quelqu'un qui va étudier pendant 4 ans, son visa s'expire pendant 3 mois. Alors il devient illégal. Comment il va voyager? Comment il va quitter pour rentrer chez lui? Ça devient tout un... C'est comme si, quelque part, il y a quelque chose qui doit être fait, n'est-ce pas? Alors le consul doit faire en sorte que ces visas soient prolongés et travailler en connivence avec l'ambassadrice et plaider pour que cette mesure qui limitait des visas de multiples entrées aux étudiants soit levée. Dans tout cela, Floribert, vous avez donc
plusieurs combats à mener. Vous êtes un peu comme à plusieurs fronts pour l'intérêt des Congolais qui vivent à l'étranger, mais aussi pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Parce que vous avez évoqué la question pratiquement de temporaire statute protection. Et vous avez évoqué la question notamment de besoin du consul. Vous avez évoqué pas mal de questions, même vous avez condamné le flux des Congolais ici à l'étranger. Mais, Floribert, vous n'avez pas encore parlé de la question du recensement des Congolais. Ok, ça c'est... nous avons eu à échanger avec la délégation de la CENI, la Commission électorale indépendante de notre pays qui est arrivée ici. Et nous, en tant qu'agents humanitaires, nous voyons beaucoup de Congolais qui n'ont pas encore changé de leur nationalité, qui sont encore Congolais. Nous voyons beaucoup de Congolais qui ont encore l'amour et l'attachement à leur pays et qui ont peut-être aussi des passeports congolais qui vont au Congo et reviennent ici. Il est vraiment de grand intérêt que nous puissions aussi améliorer notre système électoral en cherchant un peu d'internationaliser ce système, de l'adapter à la technologie nouvelle et aussi à permettre à ce que tous les Congolais, partout où ils sont, puissent s'exprimer librement. Alors ça, nous avons plaidé pour que cela se passe. Au Congo, il y a des efforts qui sont en train d'être menés pour que cela soit possible. Oui, nous avons suivi. Vous continuez. Et nous pouvons dire que ça va se faire. Ça va se faire, oui. Parce que nous avons suivi la CENI aurait déclaré quelque chose like les élections pourraient, vous voyez, s'étendre jusqu'à l'étranger. Donc les Congolais de la diaspora pourront voter. Ouais. Alors, quid maintenant du processus électoral, surtout au niveau du recensement des Congolais, parce que nous approchons de la fin de cette émission, Floribert. Pouvez-vous dire un peu comment est-ce que vous entrevoyez, je ne sais pas, quand vous avez échangé avec la délégation de la CENI, et qu'est-ce qu'ils ont dit, comment est-ce qu'ils vont procéder pour le recensement des Congolais ici? Déjà, l'intention est là, et puis nous avons eu à recenser les leaders des communautés congolaise des États-Unis et nous avons déjà la liste qui est disponible. À travers ces leaders-là, le pays va revenir ici au mois de décembre pour une session d'information et de formation. Et après ces formations-là, il y aura maintenant l'identification des sites. Et par rapport à ça, nous allons intervenir comme la société civile, comme d'habitude, nous sommes une organisation non gouvernementale, et faire en sorte qu'il y ait l'équité, il y ait en fait la transparence dans tout ce qui va se passer, et faciliter à ce que les voix des Congolais soient écoutées, et presque tous les Congolais qui sont encore qualifiés par rapport à ça, parce que la qualification, c'est une grande question. Oui. Floribert, nous approchons de la fin de cette émission. Nous avons évoqué beaucoup de questions. Qu'est-ce que vous pensez que nous n'avons pas évoqué? Vous puissiez dire un mot, votre dernier mot par rapport à cela. Nous n'avons pas parlé de la conférence de la Chambre africaine de commerce. C'est pour pratiquement le 30 octobre ici. Le 29 octobre, ici à Seattle. Yes. Et je pense que nous aussi, les Congolais, nous devons participer, nous éveiller aux affaires. Nous devons nous éveiller aux affaires, voir ce que d'autres pays sont en train de faire en faveur de leur pays, de copier. Nous n'avons pas à réinventer. Vous voulez dire la diaspora de ces pays-là, ce que la diaspora de ces pays-là est en train de faire pour leur pays? Il y a toute la diaspora du monde entier travaille à l'intérieur de leur pays quand ils sont à l'étranger. Je vais dire, donner, si vous voulez bien comprendre comment la diaspora peut sauver tout un pays, une nation, regardez les Juifs. Comment ils ont sauvé leur pays à partir de la diaspora. Regardez les Ukrainiens, ce qu'ils font pour leur pays à partir de l'étranger. Ce sont des compatriotes, ils sont aussi des réfugiés, mais qui n'ont pas fermé leur bouche, qui parlent et qui agissent, qui écrivent aussi. Donc, mettons nos différences à côté, essayons un peu d'oublier ce qui nous sépare, et revenons ensemble en tant que Congolais. Nous avons le sang qui coule dans nos veines, qui est congolais, et qui est en train de réclamer justice.
C'est par ces mots profonds de Floribert Moubalama Ngwa que nous terminons cette émission, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été très attentifs pour suivre cette émission, ce programme Macafé Magazine des Congolais africains de l'étranger que nous vous présentons à partir de Seattle, Washington. Si Dieu le veut, vous allez nous suivre de partout et notamment sur la radio-télévision nationale congolaise. Merci et à la prochaine. Bye bye.